Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce e-symposium un petit peu spécial entre Dassault Systèmes et la SRLF, qui va traiter de la simulation 3D pouvant aider à maîtriser le risque environnemental dans un milieu hospitalier. Euh, donc, nous avons plusieurs intervenants aujourd'hui qui vont m'accompagner sur la présentation de différents cas d'études, à savoir Jean-François Timicite de l'hôpital Bichat, Jérôme Robert de la Pitié-Salpêtrière et Yacine Tanjaoui-Lambiotte de l'hôpital Avicenne. Alors, un petit historique déjà sur Dassault Systèmes, parce que j'imagine que pour beaucoup de participants, c'est un peu incongru d'avoir Dassault Systèmes dans un e-symposium de la SRLF. Donc, je me présente, je m'appelle Emmanuel Vanoli, donc je suis ingénieur chez Dassault Systèmes et je suis responsable des activités liées à la simulation 3D des écoulements d'air et des particules, notamment dans le milieu hospitalier. Et donc, Dassault Systèmes est fortement lié à la 3D puisque nous avons été des pionniers dans le modèle 3D dès les années 80. En fait, on a créé des outils pour passer finalement du plan 2D à un vrai modèle en 3D, ce qu'on appelle le 3D design ou la CAO. Puis nous avons en fait été plus loin que simplement la pièce en 3D. Et nous avons en fait travaillé sur la maquette 3D en général. Donc la première maquette 3D complète d'un avion, elle a été faite sur un avion de Boeing dans les années 80-90. Puis ensuite, on s'est intéressé finalement au cycle de vie en général d'un produit. Et donc, on a été amené à travailler sur des technologies qu'on appelle Product Life Management, où on peut suivre en fait différentes pièces ou un produit en complet dans le temps et dans son évolution, de la conception jusqu'au service d'après-vente. Puis on a été sur un sujet, on va dire, de collaboration, où là, l'idée c'était de rassembler en fait tous les différents outils qui permettaient de la conception au sens large 3D, avec de la simulation, entre autres, sur une même plateforme, donc un même endroit unique où la data en fait est unifiée et accessible à tous. Et donc ça nous a amené une étape en 2012 à créer la 3D Experience Platform. Et puis enfin, depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus aux sciences de la vie et notamment à transposer un petit peu le savoir-faire technologique qu'on a pu mettre en place, notamment pour l'aéronautique ou le transport, au service des sciences de la vie. Et donc, vous allez voir aujourd'hui une des applications qui est finalement la propagation de particules, mais on travaille aussi sur finalement le jumeau numérique du corps humain, avec notamment un jumeau numérique du cœur qui sert actuellement à préparer certaines opérations. Donc c'est des sujets qui sont d'actualité pour nous et qu'on va développer dans le futur. Mais en l'occurrence, on s'intéresse aujourd'hui à la problématique des aérosols, notamment en milieu hospitalier. Et donc cette problématique est assez complexe à anticiper puisque par définition, on a affaire à une menace qui est invisible, et qui fait appel à plusieurs phénomènes physiques qui sont plus ou moins complexes à appréhender a priori. Et donc, on s'est aperçu que les technologies de simulation 3D d'écoulement d'air qui avaient été développées, notamment initialement pour l'aéronautique et le transport, eh bien, en fait, elles s'appliquaient de façon plutôt très pertinente aux problématiques de la qualité d'air en général, mais surtout, en fait, dans un milieu, on va dire, clos et confiné et ventilé, eh bien, ces technologies étaient capables de prédire de façon assez précise à la fois les flux d'air, mais aussi le transport de particules qui seraient émises à partir d'une source, et en l'occurrence un patient. Donc c'est un sujet qui n'était pas du tout traité, on va dire, avant la pandémie. Et lorsque la pandémie est arrivée, nous avons essayé en fait d'aider, on va dire, le milieu hospitalier au sens large, et de façon assez rapide, cette problématique d'anticiper les risques liés aux aérosols est intervenue. Et c'est là où en fait on a eu un petit peu l'idée de transposer un petit peu le savoir-faire et les outils de simulation 3D dans le contexte hospitalier, parce qu'on se disait que la physique à la fois des flux et des aérosols, étant la même en fait, dans n'importe quelle condition, ça devait bien marcher. Et donc on a commencé à travailler sur ce sujet-là. En plus de ça, si on veut commencer à anticiper les risques aérosols sans la simulation, on va se heurter à différentes contraintes plus ou moins fortes. La première contrainte, c'est le fait finalement d'anticiper ces risques aérosols dans le contexte de l'hôpital. Donc ça veut dire avoir des expériences de pulvérisation d'aérosols qui soient faites au sein de l'hôpital. Donc ça demande quand même une mise en place assez lourde, de métrologie notamment.
Et donc ça, dans le contexte d'une épidémie, on se doute bien que c'est extrêmement compliqué à mettre en place, mais même en dehors de ça, c'est souvent extrêmement difficile puisque le matériel en fait de mesure des aérosols et des écoulements d'air est pas forcément facilement transportable dans un hôpital. Ce qui nous amène en fait au second point. Donc si on veut anticiper ce risque-là, il faut finalement se focaliser sur des essais en laboratoire. Et là, en laboratoire, on maîtrise certes certaines conditions expérimentales. Par contre, il devient impossible à prendre en compte la spécificité d'un lieu de soins. Et par ce terme-là, j'entends finalement la ventilation de ces lieux, les niveaux de ventilation, une pression négative, positive, des formes d'ailettes de soufflage, par exemple, une spécificité aussi architecturale, puisqu'on ne pourra pas reproduire finalement une pièce ou un service entier. On va se limiter simplement à une personne qui va tousser dans un laboratoire. Donc, on rate en fait l'influence de différents paramètres. Et donc, finalement, ce qu'on va pouvoir identifier en expérimental, c'est peut-être pas forcément ce qui s'applique à l'hôpital. Et donc, on a été amené du coup à travailler assez rapidement sur ces sujets de risque aérosol. Historiquement, les premières simulations qui ont été faites sur la pandémie du Covid-19 ont été effectuées sur l'hôpital qui a été fait à Wuhan en quelques jours en février 2020, où finalement les ingénieurs qui concevaient cet hôpital avaient anticipé dès la conception de la ventilation le fait qu'il fallait optimiser le placement des bouches de soufflage et d'extraction dans les chambres pour limiter les risques de sortie de contaminants hors des chambres et dans les couloirs. Et en parallèle de ça, on a été amené à travailler en France dès mars 2020, tout d'abord avec un petit hôpital près de Metz qui avait des problématiques de sécurisation au sein d'un même étage d'une zone Covid et d'une zone EHPAD, puis de façon un peu plus développée avec notamment l'Institut mutualiste Montsouris sur la prédiction des risques aérosols dans différents contextes environnementaux, notamment quel était l'impact d'une canicule ou d'un été très chaud sur la propagation des flux d'air au sein d'un hôpital versus ce qui se passait en hiver. Le but étant d'anticiper finalement les risques en été et potentiellement d'aider à savoir où placer les patients en priorité dans les zones qui seraient les moins à risque. Je vais revenir sur l'étude brièvement par la suite, mais je vais parler aussi un petit peu du processus de simulation, puisque c'est des phénomènes qui sont assez nouveaux. Et finalement, le processus de simulation est très intéressant en détaillé. On l'a ici en schéma via une spirale, mais on va toujours commencer à travailler à partir des plans 2D de l'hôpital, ou bien la maquette 3D si elle existe, mais en l'occurrence sur des bâtiments existants, c'est souvent un plan 2D. Et on va remodéliser en 3D la chambre, le service ou l'étage complet qu'on va simuler. On va y intégrer des informations de ventilation, donc la position des bouches de soufflage, extraction, les niveaux d'air qui sont soufflés ou extraits. Et donc là, on peut soit se baser sur des plans existants, soit on a de la chance et il y a eu des mesures qui ont été faites, on est en capacité de faire des mesures pour être le plus à jour possible sur ces niveaux de ventilation. Une fois qu'on a ces informations finalement de modèle 3D, ce qu'on appelle le jumeau numérique, on joue une première simulation dans laquelle on va d'abord comprendre les flux d'air en général au sein du lieu qu'on simule, puis jouer des scénarios où des personnes contaminées vont émettre des aérosols pour identifier les risques de contamination croisée, de dépôt ou simplement des déficits d'extraction, et tester après en simulation rapidement des scénarios d'optimisation en changeant les positions des bouches de soufflage, les niveaux de ventilation, l'orientation d'un lit par exemple, afin de maximiser l'extraction de ces aérosols qui est souvent ce qu'on va aller chercher. Et le dernier point, et vous allez le voir dans la présentation que c'est un point qui ne nous avait pas paru évident au début, mais qui est finalement très fort, on a un aspect visuel qui est très parlant à travers ces simulations, ce qui est finalement un atout assez majeur lorsqu'on veut communiquer ces phénomènes de propagation d'aérosols qui sont assez complexes à anticiper et à comprendre, mais finalement l'impact visuel de la simulation permet de faire passer un message très clair et de communiquer de façon assez efficace, que ce soit auprès des équipes soignantes, des autorités, des directions ou même du public au sens large qui serait amené à utiliser ces lieux de soins, si besoin. Donc, je reviens rapidement sur l'étude pour l'Institut mutualiste Montsouris, puisqu'elle est assez intéressante. Donc, vous avez sur ces animations un taux d'air contaminé qui va être émis au sein d'un étage ou d'une partie d'un étage. Donc, on a vu du dessus en fait tout l'étage avec dans les chambres, là où étaient positionnés des patients contaminés, un air qui va être émis
vus comme contaminés, et on regarde en fait dans le temps et dans l'espace l'évolution de la dilution de cet air contaminé au sein de l'étage. Donc là, plus on est rouge, plus on a de risques d'avoir de l'air contaminé. On avait vu qu'à l'IMM, en l'occurrence, en hiver, on a une ventilation qui est bien équilibrée dans l'étage, il n'y avait pas de risque majeur de sortie d'air contaminé des chambres, même si on considère un scénario un peu du pire où les portes sont ouvertes. Par contre, en prenant en compte l'impact de la canicule et du soleil sur le bâtiment, donc on a un bâtiment qui n'est pas extrêmement bien isolé, pardon pour Marc Bossier s'il est dans le webinaire, mais effectivement le bâtiment est assez mal isolé, on a toujours le soleil qui vient taper de ce côté de cette façade-là, et ce qui amène un différentiel de température au sein de l'étage d'environ 10 degrés. 10 degrés, c'est assez important. Et donc, ce différentiel de température amène des phénomènes physiques très particuliers à subvenir, notamment le transport d'air chaud vers les zones froides de l'hôpital. Donc, on voit que si on regarde la cartographie des risques d'air contaminé au sein de l'hôpital, ben, en cas de canicule, du fait de ce différentiel de température, on a cette masse d'air chaude qui vient remonter vers les zones froides et qui change complètement la cartographie des risques. On peut se retrouver dans des situations où on a des salles d'attente, des cages d'escalier qui peuvent présenter potentiellement un risque de contamination par l'air. Et donc l'idée, c'est de se dire, maintenant qu'on peut anticiper ce risque-là, potentiellement, si on avait eu un pic de patients pendant l'été 2020, ce qui n'a pas été le cas, il aurait mieux fallu les mettre en priorité dans les zones froides de l'hôpital pour justement éviter ce phénomène de transport et mettre à risque des zones qui ne l'étaient pas sans cas de canicule. Et donc ce travail vient faire l'objet d'une publication dans le journal Environnement International il y a quelques jours. Donc c'est disponible en open access si vous souhaitez le regarder. On va arriver maintenant finalement aux 3 phénomènes majeurs qui sont liés au risque aérosol. Le premier phénomène, c'est l'émission des aérosols par une personne contaminée. Donc, est-ce qu'on est capable, par la simulation, de prédire de façon fine comment l'air et les aérosols vont être émis par une personne qui serait contaminée? On verra ensuite, dans un second temps, une étude qui va nous montrer la capacité à prédire la propagation des aérosols au sein d'un espace clos, ventilé et potentiellement partagé par plusieurs personnes. Et le dernier point, finalement, c'est qu'une fois que ces aérosols sont transportés, in fine, soit ils sont extraits, soit ils vont se déposer sur les surfaces. Et donc là, on verra dans la capacité en fait à prédire la contamination des surfaces par dépôt de ces aérosols et potentiellement l'impact de phénomènes environnementaux extérieurs à l'hôpital qui pourraient jouer d'ordre 1 sur ce risque de contamination. Et donc, on va présenter la première étude avec l'hôpital Bichat, et je vais laisser Jean-François donner un petit peu de contexte derrière cette étude avant de dérouler un petit peu le contenu technique. Merci Emmanuel. Bon, juste quelques mots pour vous dire qu'on est en mars-avril 2020, que c'est le début, qu'on a un peu peur de la protection du personnel paramédical et du risque de contamination croisée. Et puis vous vous souvenez qu'on avait tendance, sur les règles du SARS-CoV-1 et du MERS, à intuber précocement les malades pour éviter une aérosolisation trop importante des particules et protéger au maximum les soignants du risque nosocomial. Donc on est dans cette hypothèse-là et on démarre des études pour essayer de voir quelle est la place de l'oxygène, de l'oxygénation à haut débit ou de la CPAP dans le traitement des Covid sévères et comment positionner les malades, les flux pour diminuer le risque de contamination croisée sur les soignants. Voilà le début de l'histoire et comment on peut positionner ce qui a été fait ensuite. Merci Jean-François. Et du coup, dans ce contexte-là, en fait, on a été contacté en fait par des élèves de Polytechnique qui étaient au sein du service de Jean-François. Et tu me corriges si je dis des bêtises, Jean-François, mais ils devaient vous aider à essayer de trouver un petit peu une façon d'appréhender ces risques d'aérosols au sein d'un service de réanimation, hein, c'est ça? Oui, absolument, oui, absolument. Et donc, voilà, les élèves de Polytechnique avaient vu certains travaux qu'on avait pu faire avec l'hôpital de Wuhan ou l'hôpital de Metz. Et donc, on nous demande, en fait, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin dans la modélisation et vraiment de regarder ce qui se passe au niveau d'un patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on commençait, nous, à avoir bien travaillé sur le sujet, notamment du jumeau numérique, finalement, d'un patient. Donc, c'est ce que vous voyez ici.
Et donc on s'est dit, ben, confrontons finalement ce jumeau numérique qui est maintenant très détaillé d'un être humain par rapport à des essais en laboratoire dans un premier temps pour voir si on est en cohérence sur la façon dont l'air est émis lorsqu'une personne va respirer ou tousser par exemple. Donc une mesure avec une comparaison avec des mesures expérimentales faites en laboratoire. Et si jamais on voit que c'est cohérent, bah, mettons cette personne numériquement dans le contexte d'une chambre de réanimation pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et donc, ça nous a amené à utiliser ce modèle 3D assez détaillé que vous avez ici en animation. Donc là, on regarde en fait des vitesses d'air qui sont émises lors d'une toux. C'est une toux en deux temps de type donc là, le temps est un petit peu élargi, mais c'est exactement le phénomène qui se passe. Et donc, on avait intégré pas mal de détails d'anatomie humaine, notamment la trachée, la glotte, les dents, la bouche, etc. Pas seulement pour faire des jolies images, mais on s'est aperçu que cette complexité, si je peux dire géométrique de l'anatomie humaine, était d'ordre 1 sur la façon dont les flux d'air étaient émis, par exemple quand une personne allait tousser. Parce qu'on va générer de la turbulence dans la bouche, donc ça va jouer sur le panache d'air qui va être émis. La forme aussi de la bouche et de l'anatomie humaine va jouer sur la section débitante lorsqu'une personne va respirer ou tousser. Donc ça veut dire qu'on va jouer sur les vitesses en sortie de bouche et donc sur la capacité de ce nuage à se propager plus ou moins loin. Donc ça nous paraissait être extrêmement important d'aller à ce niveau de détail-là. Et derrière, on a aussi été amené à utiliser des données qui étaient disponibles dans la littérature sur les flux d'air émis par une personne qui toussait, mais aussi les différentes tailles de particules qui pouvaient être émises. Alors, dans un premier temps, on est parti sur des particules vraiment très fines, de l'ordre de quelques dixièmes de micromètres, et puis après, on a élargi aussi à des champs un peu plus larges pour se focaliser sur finalement un spectre de plusieurs micromètres, afin vraiment de pouvoir considérer différents types d'aérosols. Donc là, vous avez en l'occurrence cette personne qui va tousser via les flux d'air qui sont émis par la gorge, puis on verra après l'étude lorsque les particules sont émises. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a comparé finalement par rapport à des essais en laboratoire. Donc là, vous avez ici les essais en laboratoire, c'est pas forcément évident à voir en premier abord, mais vous avez la bouche de la personne qui tousse, qui est aujourd'hui le modérateur de ce webinaire. Salut Cyril. Et la visualisation que vous avez derrière, c'est ce qu'on appelle un Schlieren. Donc ça représente finalement les variations de la densité d'air lorsqu'une personne va tousser. Et à droite, vous avez les résultats de simulation sur une analyse similaire. Et donc, on a été amené à comparer milliseconde par milliseconde comment l'air était émis lorsqu'une personne allait tousser. Plusieurs personnes ont toussé à plusieurs reprises, donc ça a été filmé. Et on s'est aperçu en fait qu'on avait à peu près toujours les mêmes phénomènes et les mêmes vitesses de propagation qui revenaient, peu importe la personne, lors d'une toux. Ce qui était déjà une première information super intéressante. Et nous, en simulation, donc on a fait tousser virtuellement ce mannequin et on a comparé du coup milliseconde par milliseconde la façon dont l'air était propagé dans la simulation par rapport au laboratoire. Et on s'est aperçu que non seulement on était capable de capter la bonne vitesse de propagation, mais on avait aussi des phénomènes un peu plus microscopiques qui intervenaient, comme les angles d'évasement de l'air lorsque la personne allait tousser. Et en plus de ça, des grosses structures qui revenaient de façon un petit peu récurrente lorsque les personnes toussaient, et donc qui correspondent finalement à l'évasement ou l'éclatement du nuage d'aérosol ou du panache d'air émis par le patient. Donc ça nous a permis en fait vraiment de se confronter à la réalité et de valider le fait que, ben oui, le modèle de simulation était cohérent par rapport à la réalité. Donc on était fiable dès le point de départ de l'étude, donc de mannequin. On allait maintenant le mettre dans le contexte d'une chambre de réanimation. Ce qui nous amène à la seconde partie de l'étude. Donc, on a amené ce patient virtuel au sein d'une chambre de réanimation du service de Jean-François. Donc, on avait commencé à travailler sur des modélisations un petit peu succinctes au début. Ça va se complexifier un petit peu par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on est parti des plans pour recréer un modèle 3D. Donc, on voit que sur les murs, c'est assez simple. Mais sur le soufflage, on voulait vraiment avoir une intention très particulière. Parce que le soufflage, la forme des ailettes de soufflage, par exemple sur les bouches, la dimension, les angles d'inclinaison, nous on sait qu'en simulation, ça va jouer énormément sur la façon dont les flux d'air vont se répartir. Donc c'est extrêmement important d'aller dans le détail du soufflage notamment, parce que c'est vraiment ça qui va donner les mouvements d'air dans la pièce, et donc il faut aller loin dans la modélisation. Au-delà de ça, donc on souffle par la partie centrale de la pièce. On a une extraction qu'on devine ici avec un petit carré bleu qui est un peu loin dans le coin de la pièce. Et puisqu'on était en pression négative, on avait à peu près 18 pascal de delta P par rapport au couloir. On a été amené à simuler le couloir, mais aussi le petit jeu sous la porte, je crois que c'est 8 mm dans les chambres de Bichat. Donc on a simulé en fait le couloir avec la porte et on a laissé l'air libre finalement de rentrer
par le dessous de la porte dans la pièce pour équilibrer finalement les débits d'air qu'il fallait ramener en plus puisqu'on était en pression négative. Et donc, si on regarde déjà les flux d'air dans cette pièce, on voit des phénomènes qui sont extrêmement intéressants. En premier lieu, vous avez en haut à droite un plan de vitesse d'air qui est juste en dessous le plafonnier. Donc, plus on est rouge, plus on est rapide. Et ce que l'on voit, c'est que avec ces bouches de soufflage, on a tendance à propager de l'air dans toutes les directions. Bon, ce qui est intéressant quand on veut rafraîchir finalement tous les coins d'une pièce, c'est un soufflage qui est assez efficace parce qu'on limite vraiment les zones mortes. Donc, c'est plutôt efficace. Maintenant, on verra après qu'en l'occurrence, avec un patient qui émet des aérosols, peut-être qu'on a un revers de la médaille qui apparaît. Donc, on voit déjà des flux d'air assez complexes et assez rapides en plafonnier. Puis après, l'impact direct de la pression négative avec le plan qui est en bas à gauche, où on voit en fait l'air qui vient rentrer sous la porte par le couloir et qui vient en fait créer une lame d'air assez rapide, que vous pouvez sentir si vous mettez la main sous la porte, et qui crée en fait des flux d'air très complexes dans la pièce. Et du coup, si on regarde ce qui se passe autour du patient, eh bien, on se rend compte qu'on a des flux d'air qui sont peut-être un peu moins rapides, mais encore une fois assez complexes, assez turbulents. Et notamment, on voit qu'autour du patient, on a tendance à remonter vers le plafonnier. C'est un effet direct du soufflage qui vient brasser de l'air à proximité de lui. Donc, on vient remonter vers le plafonnier, ce qui va nous amener à une situation un petit peu complexe en termes de propagation d'aérosols. Puisque quand on a fait tousser ce patient virtuel, on a découvert des choses assez intéressantes. Je joue l'animation ici, donc vous avez les aérosols qui sont représentés par des petites billes vertes émis par une personne. Donc là, on va jouer un scénario pendant à peu près une minute au sein de la salle. Et donc, on distingue en fait différents temps et différents phénomènes qui apparaissent au sein de cette chambre de réanimation. Le premier temps, je rejoue la vidéo depuis le début, c'est la toux initiale où on a le panache d'aérosols qui va suivre principalement l'air émis par le patient. Mais on s'est rendu compte que très rapidement, après quelques secondes, le phénomène en fait d'attraction de l'air vers le soufflage devient majeur. Donc on vient faire remonter à la verticale les aérosols vers le soufflage. Et là, en fait, ils vont être amenés à être propulsés dans toutes les directions, puisqu'ils vont suivre en fait les mouvements d'air en plafonnier. Et donc on perd un petit peu le contrôle sur la façon dont les aérosols se propagent, puisqu'ils partent dans tous les sens. On voit que l'extraction qui est ici, qui est assez puissante, a une certaine efficacité, puisqu'on voit des petits points rouges qui correspondent à chaque fois qu'une particule est extraite. Mais malheureusement, eh bien, son impact est assez limité spatialement puisqu'on a quand même une grosse partie, et je rejoue l'animation, des aérosols qui vont sortir de la zone d'influence de l'extraction et qui vont être amenés à recirculer dans tout le reste de la chambre. On voit notamment qu'au niveau de la porte qui est située par ici, on a des aérosols qui vont redescendre vers le sol, non seulement par le soufflage, mais aussi potentiellement par gravité pour des particules un peu plus lourdes. Et une fois qu'elles arrivent en fait à proximité du sol, elles sont repropulsées par la lame d'air qui arrive du couloir dans la pièce et entre guillemets, on est reparti pour un tour avant d'être de nouveau extrait. On peut aussi identifier des zones de dépôt. Donc, on est capable d'aller regarder en fonction de différents paramètres de vitesse, d'état de surface ou d'angle d'arrivée, si les aérosols vont se déposer ou vont rebondir ou simplement longer une surface sans forcément s'y déposer. Et donc, on peut amener des cartographies qu'on verra par la suite sur l'étude d'Avicenne de dépôts de surface et de particules. Par exemple, on voit ici des dépôts majeurs à proximité de l'extraction, ce qu'on devinait, mais aussi sous la porte. Et donc, ça nous a amené à réfléchir à, OK, bon, maintenant qu'on est capable de faire ce constat-là, est-ce qu'on peut trouver des moyens d'amélioration finalement de ces extractions d'aérosols assez simples à mettre en place, parce que l'idée, c'est vraiment de travailler sur qu'est-ce qu'on peut modifier de façon pragmatique et rapide pour limiter ces risques-là. Et donc, on a travaillé d'abord sur un constat très simple, puisqu'on avait ce soufflage qui est un peu pénalisant en termes de propagation d'aérosols puisqu'il va dans tous les sens. Finalement, on s'est dit, essayons d'aligner le patient, le soufflage et l'extraction sur une même ligne pour que le moment où les aérosols vont être amenés à se propager vers le plafonnier, ils soient en majorité propulsés dans l'axe de l'extraction et donc on va essayer de maximiser l'extraction en l'aidant finalement et en canalisant les aérosols vers cette dernière. Et donc c'est pour ça qu'on a testé quelque chose de très simple, qui est le fait d'orienter le patient à 45 degrés vers l'extraction, et donc d'aligner sa bouche, le soufflage, et donc cette extraction. On va voir après, en termes quantitatifs, dans quelle mesure ça peut jouer. Et le second point qu'on a pu évaluer, c'était le fait de mettre des unités de traitement d'air de type plasmère
au sein de cette chambre à pression négative. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce que le plasmère déjà peut être efficace en chambre à pression négative? Ça, c'est pas forcément quelque chose qui était évident en premier abord, mais surtout, est-ce qu'on peut aider à le placer dans une position qui soit suffisamment intelligente pour, encore une fois, améliorer ce renouvellement d'air et cette extraction de particules? Et donc, on a l'idée de tester deux positions différentes. La première, ça a été de le mettre finalement sous l'extraction, en se disant peut-être que on va réussir à tirer un maximum de particules qu'on voyait se déposer sur le sol. Et le second essai numérique, si je peux dire, a été finalement de garder la même logique qui nous avait amené à mettre le patient à 45 degrés et de se dire, on a un traitement d'air qui aspire par le bas et qui souffle par le haut. Alignons traitement d'air, patient, soufflage, extraction, pour en fait utiliser le traitement d'air comme aussi un soufflage en plus et essayer de propulser le plus vite possible les aérosols vers l'extraction, puisqu'on va tirer en fait en diagonale. Donc ça devrait aider le fait de les canaliser vers l'extraction d'air et finalement d'améliorer l'efficacité de cette extraction d'air. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que si on regarde en fait le nombre de particules extraites par rapport à ce qui a été émis, donc là c'est des pourcentages de particules extraites par l'extraction qui est finalement dans le coin, on voit la courbe bleue qui est la situation normale, avec le patient face à la porte. On voit qu'en à peu près 45 secondes, on a réussi à extraire à peu près la moitié des particules qui avaient été émises, ce qui est déjà une performance remarquable en soi. Et comme on est en pression négative, on s'attend quand même à extraire beaucoup de particules assez rapidement. On voit aussi que le fait d'orienter simplement le patient à 45 degrés nous amène sur la courbe qui est orange. Et cette simple modification permet de gagner encore jusqu'à 15% de particules en plus extraites par l'alignement en fait du patient, du soufflage et de l'extraction. Si on place par la suite le plasmère dans une position, on va dire, pas forcément idoine, donc typiquement sous le soufflage, on tombe sur la courbe grise qui nous montre que finalement, là, on n'extrait que même pas 20% des particules extraites. Et pourquoi? Parce que le plasmère, en fait, va venir déjà souffler loin de l'extraction, mais aussi venir un petit peu gaver l'extraction, puisqu'il est juste en dessous. Et donc, on voit que les aérosols sont propulsés de l'autre côté de la pièce, sont un petit peu canalisés dans ce coin-là, et ont du mal à se faire extraire, ils vont rester en suspension. Donc, c'est vraiment une situation qu'on a envie d'éviter, finalement, on bypass un petit peu l'extraction d'air, donc c'est pas du tout une position qui est optimale. Et à contrario, le fait de le mettre dans une position plutôt intelligente nous permet de gagner encore quelques pourcents de plus par rapport au fait de le mettre à 45 degrés, mais surtout d'avoir une dynamique d'extraction qui est meilleure, puisqu'on voit que les pentes en fait d'extraction sont plus rapides, entre guillemets, avec le plasmère. On va continuer à extraire de plus en plus vite, et donc on arrivera à atteindre finalement un moment où une majorité des particules seront extraites beaucoup plus rapidement grâce à l'ajout de ce traitement d'air qui est finalement utilisé comme un soufflage en plus, en l'occurrence sur ce cas-là. Jean-François, je ne sais pas si tu veux donner un petit peu de finalement ton retour par rapport à l'étude, ce que ça a pu t'apporter, ce que ça ouvre un petit peu comme perspective de ton côté. Ça a permis d'optimiser la position des choses dans les chambres, de diminuer considérablement les pressions négatives utilisées parce qu'elles avaient un effet vortex important, et de voir où étaient les principaux dépôts à l'intérieur de la chambre. On n'a pas encore trop parlé, mais un certain nombre de ces particules se déposant sur différents meubles ou structures de la pièce. Donc voilà, ça a permis quand même de modifier un peu les choses, puis de regarder un petit peu comment se comportaient les particules en fonction de ce qu'on faisait. Et en fonction de ce qui se passait dans le couloir. Il fallait aussi gérer le risque nosocomial aérogène, en particulier l'aspergillus, lié à l'utilisation de beaucoup de matériel dans le couloir, avec un personnel qui n'est pas forcément parfaitement formé, et dans des pièces à flux négatif avec des malades qui sont devenus assez rapidement immunodéprimés avec des traitements immunosuppresseurs. Donc tout ça était important à regarder de près.
Merci Jean-François. On a le chat qui est évidemment ouvert hein, pour toutes vos questions. On en prendra évidemment la plupart en fin de présentation. Mais on a Cyril du coup qui est modérateur. Si Cyril, il y a des questions assez spécifiques sur cette étude en particulier, peut-être que tu peux nous en poser déjà une ou deux pour rendre un peu plus interactif le webinaire avant qu'on passe à l'étude numéro 2. Tout à fait. Alors j'ai deux questions. La première concerne en fait le mobilier dans la chambre. Donc c'est est-ce que le mobilier avait été modélisé dans cette simulation et si oui, est-ce que ça avait un impact sur les flux d'air dans la chambre? Alors c'est une très très bonne question. Pour cette première étude, on n'avait pas intégré le mobilier au-delà du lit. Donc on voit que la chambre est un peu nue. Par contre, par la suite, on a du coup amélioré nos modélisations parce que nous aussi, je veux dire, on apprenait en marchant, hein, on voyait que les choses étaient cohérentes par rapport à la réalité, donc on a rajouté de la complexité. On va le voir sur les deux études suivantes, qu'on va beaucoup plus loin sur la modélisation du mobilier, mais effectivement, on a vu que le mobilier avait un impact parfois majeur. Je pense notamment à une étude qu'on a faite pour le service de déchocage de Bichat, qu'on verra pas aujourd'hui, mais dans laquelle la position des paravents, notamment par rapport au soufflage, avait un impact très important sur le fait de couper les flux d'air de façon plus ou moins bénéfique pour limiter les risques de transmission d'un patient à l'autre dans le box de déchocage. Tout à fait. Alors il y avait une deuxième question qui portait sur l'impact de l'ouverture et la fermeture de la porte. Donc est-ce que c'est quelque chose qui a été modélisé et sinon est-ce que c'est quelque chose qui peut être modélisé dans le futur? Alors, on n'a pas modélisé effectivement cette porte qui s'ouvrait ou qui se fermait. On en avait parlé avec Cyril et Jean-François à l'époque. C'est des choses qui peuvent se modéliser. Par contre, on verra tout à l'heure l'impact de la fenêtre qui peut être ouverte ou fermée sur la propagation d'aérosols. Donc, effectivement, je dirais la contamination des flux d'air, si je peux dire ça comme ça, par un environnement extérieur, donc qu'il soit le couloir ou finalement une fenêtre, ça peut être pris en considération, tout à fait. Alors, j'ai une dernière question avant de passer à l'étude suivante. Donc, il y a un des observateurs qui remarque que dans ces simulations, donc les quatre images qu'on voit à gauche, donc on voit beaucoup de particules qui volent dans la pièce. Et donc, ce participant se demandait quel était le poids ou le diamètre de ces particules pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles volaient autant. Et deuxièmement, est-ce que l'évaporation des gouttelettes était prise en compte dans les simulations? Ok, excellente question. Alors déjà, je vais revenir sur le nombre déjà de particules qui peuvent être émises par une personne dans nos simulations. Ça, c'est un paramètre qui est finalement un paramètre d'entrée comme un autre. Donc, on peut injecter 1000, 10 000, 100 000 particules. Nous, en l'occurrence, pour ces simulations, on était parti sur une fourchette entre 10 000 et 100 000 particules qui étaient émises par une personne. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément en fait le nombre total de particules émises, c'est plutôt de comprendre la dynamique et de trouver les moyens d'améliorer l'extraction, qu'on en ait 1000, 10 000 ou 100 000. On a entre guillemets un trou dans la raquette d'un point de vue scientifique, puisque c'est encore aujourd'hui très compliqué de savoir exactement combien de particules sont émises. Je pense que d'après les profils aussi des personnes, ça peut aussi varier. Et puis surtout si ces particules sont contaminantes ou pas. Donc nous, le parti pris, c'est de se dire, travaillons sur les particules d'un point de vue global, améliorons en fait leur extraction, limitons les dépôts, contrôlons les mouvements. Dans tous les cas, ça ira dans le bon sens. Et pour répondre ensuite à la partie finalement diamètre de ces aérosols, donc là, sur l'étude avec Jean-François, on était d'abord parti sur des diamètres, donc c'est une répartition gaussienne qui était centrée d'abord sur 0,3 micromètres. Puis on a travaillé assez sur du 3 micromètres, parce qu'on a un petit peu suivi la littérature, et je pense qu'en l'occurrence, avoir une gaussienne centrée sur 3 micromètres, ça paraît tout à fait cohérent. Ce qu'on a vu, c'est qu'en termes de comportement global, entre un 0,3 micromètre et un 3 micromètres, on n'a pas fondamentalement de choses très différentes. Les particules sont majoritairement guidées par l'air. Alors, on aura un peu plus de dépôts dans un cas par rapport à l'autre, mais ces phénomènes de propagation vont rester très similaires. Donc là, c'est un petit peu le point pour les diamètres d'aérosols. Et donc maintenant, de façon un petit peu standard, on part vraiment sur une gaussienne centrée sur 3 micromètres. Mais l'évaporation n'est pas encore considérée dans la simulation. Donc on y travaille avec notre équipe de recherche et développement, parce que ça demande à affiner un petit peu les modèles de simulation et de particules. Mais c'est en développement assez avancé, tout à fait.
Ok, bah écoutez, je passe à la suite. S'il y a d'autres questions qui vous arrivent, n'hésitez pas à les poser, on y reviendra à la fin de la présentation. Et donc, dans un second temps, une fois qu'on était capable de se rassurer sur le fait qu'on était capable d'aller vraiment capter l'émission de ces aérosols par une personne, même au sein d'une pièce qui était fortement ventilée, on a été amené à travailler sur des phénomènes un peu plus complexes. Et je vais laisser Jérôme prendre la parole pour expliquer un petit peu le pourquoi de cette étude au sein de la SSPI de la Pitié. Bonjour à tous. Alors là, on a abordé en fait une question qui est complémentaire. Dans le premier travail, on vous a présenté un travail dans une chambre. Et là, la problématique qui s'est posée avec nos collègues de l'anesthésie-réanimation, c'est la salle commune de la SSPI et la possibilité de prendre des malades en post-opératoire qui étaient Covid+. Et dans ce cas-là, où est-ce qu'on pouvait les mettre plutôt que de les extuber, de les garder éventuellement en salle d'opération, puisque on était dans une période où il y avait une reprise d'activité chirurgicale et on savait qu'on allait continuer à recevoir des malades Covid+, qui nécessitaient de la chirurgie. Et la reprise de l'activité Covid-. Donc, il fallait arriver à faire cohabiter les deux. Et vous avez en bas à gauche le jumeau numérique de la salle de SSPI qui ressemble à un L inversé, là vous voyez. Et donc la grande problématique, c'est qu'on a 19 patients et la question c'était où est-ce qu'on peut mettre les malades Covid+, au sein de cette zone commune. Et il y avait un endroit naturel qui est plutôt en bas à gauche, qui était une zone déjà avec un isolement, mais en fait qui est la salle de déchocage. Et si on mettait des malades qui étaient isolés ici, en fait, ils ne pouvaient pas fonctionner pour les malades qui arrivaient par le SAMU, les polytraumatisés en particulier. Et donc, il fallait trouver un autre endroit. Évidemment, le plus simple, c'était à l'opposé, à un bout. Et quand on est arrivé à ce bout-là, sur le plan de la réflexion, de la ventilation et de l'hygiène, on s'est dit qu'on était peut-être favorable sur le plan organisationnel, mais il y avait, même si on n'est pas très fort en aérolique, une très grosse problématique, c'est qu'il y a une seule bouche de soufflage et il n'y a aucune bouche pour aspirer ici. Et on ne savait pas trop comment faire si on créait une zone d'isolement, puisque l'envie était de créer une zone fermée pour prendre en charge ces malades, une chambre à deux, une chambre à trois. Et la géométrie faisait qu'une chambre à deux, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Et donc, on a appelé, en étant au courant des travaux, on avait déjà travaillé avec Emmanuel sur une problématique un peu plus de ville. Et puis, on était au courant des travaux qui avaient eu lieu à Bichat. Et donc, on a demandé l'aide pour la modélisation à Emmanuel et à un architecte qui connaissait bien l'aérolique de nous aider à réfléchir de concert avec la direction des travaux, le service, bien sûr, le DAR, les collègues du DAR, et tout le monde s'est mis autour de cette table pour essayer de réfléchir à le meilleur endroit et la meilleure manière de faire une zone d'isolement, si possible fermée pour ces malades Covid+, mais tout en sachant qu'un jour on espérait qu'il n'y avait plus de Covid+, pour éventuellement d'autres pathologies par transmission, par voie aérienne ou aérosol. Voilà. À toi, Emmanuel. Merci Jérôme. Donc effectivement, il y avait un challenge, on va dire un peu technologique et technique à réaliser. Puis aussi, on avait un délai qui était un peu serré aussi, puisque on commençait à être dans la seconde vague, donc il fallait pouvoir répondre assez rapidement. Et donc c'est pour ça que finalement, on voit que la simulation, ça peut être aussi assez efficace, puisque l'étude qu'on va présenter, on l'a réalisée en quelques semaines, en 2 ou 3 semaines. On avait fait la plupart de l'étude. Donc on a cette capacité à être assez réactif face à un problème qui pourrait subvenir. Donc ça c'est un point qui est quand même assez important à notifier. Et donc comme le disait Jérôme, on avait ces fameuses ventilations là qu'on voit ici cerclées en rouge avec des ailettes carrées un peu concentriques qui pouvaient amener des propagations assez particulières. Donc encore une fois, on a modélisé la SSPI. Les 2 personnes, en l'occurrence, qu'on avait considérées comme contaminées étaient ici. Il y en avait 4 autres qui étaient là. Mais on a commencé à regarder d'abord les flux d'air pour comprendre un petit peu comment ça circulait. Et là, vous avez un plan de vitesse d'air juste encore une fois sous le plafond. Et on voit
que, en l'occurrence, ces bouches de soufflage qui sont très différentes de celles de Bichat, hein, qui étaient circulaires, avec des ailettes un petit peu orientées dans toutes les directions. Là, on a une propagation qui est très dirigée dans les 4 directions cardinales, et suivent en fait les 4 côtés du carré, avec des vitesses d'air qui sont assez élevées en plafonnier. On voit qu'on a des jets d'air qui arrivent à impacter directement le mur à l'opposé qui a 5-6 mètres de la bouche de soufflage. Donc une propagation qui est très dirigée, à forte vitesse, qui va assez loin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre une personne contaminée dans cette SSPI? Et donc ça nous amène à cette première partie de l'étude qui a été l'identification finalement des risques potentiels de propagation d'aérosols au sein de cette SSPI. Et donc si on regarde la vidéo qui est en bas à droite, je pense qu'elle est malheureusement assez parlante. On voit des phénomènes encore une fois qui sont extrêmement intéressants et très très dirigés. Je vais la rejouer et la couper en différents moments pour bien identifier les moments clés qui se passent lors d'une émission d'aérosol. D'abord, on a l'atout qui va nous envoyer un nuage d'aérosol très dirigé en fait en fonction du jet d'air par la bouche de la personne qui est contaminée. Donc on voit ce nuage d'aérosol qui est là assez concentré. Et puis on voit que assez rapidement, encore une fois, comme c'était le cas à Bichat, on a un effet en fait potentiel du soufflage, hein, qui est un peu type effet Venturi, qui va aspirer finalement l'air à proximité du plafonnier, le faire remonter avant de le repropulser. Et donc les aérosols suivent exactement ce phénomène et ensuite ils sont propagés dans les 4 directions cardinales. On voit très très bien ici le nuage d'aérosol qui est propagé de façon très directive et assez rapide, hein, sur les 2 personnes qui sont finalement à 5 mètres des 2 personnes qui sont contaminées, et on a cette cascade en fait de particules qui viennent suivre finalement l'impact de l'air sur le mur qui redescend naturellement. Et donc on avait vraiment une propagation assez dirigée et assez directe qui était identifiée par la simulation. On avait quelques extractions qui sont en bleu ici, mais qui ne sont pas suffisamment efficaces pour empêcher complètement ce phénomène. Donc, quoi qu'il arrivait, nous, dans la simulation, on voyait ce risque-là. Et donc là, on a pris 2 parties avec Jérôme et les personnes de la Pitié. Le premier, ça a été de dire, on va continuer le travail de simulation parce qu'effectivement, on voit ce phénomène-là qui est présent, donc il faut y apporter une réponse. Mais en parallèle de ça, comme on l'avait fait un petit peu avec Jean-François, il fallait s'assurer que ce qu'on voyait était vraiment ce qui se passait dans la réalité. Et donc on a fait intervenir des personnes d'une entreprise qui s'appelle UTIM, donc qui sont liées à l'université de Compiègne, qui ont une technologie de pulvérisation d'aérosols assez fin, hein, de quelques micromètres, hein, voire même moins, et de comptage particulaire. Donc ils sont venus au sein de la SSPI. Ils ont placé leur source d'émission d'aérosols, hein, c'est une petite poupée en fait, une petite bouche qui va émettre en fait des aérosols pendant plusieurs secondes. Et ils ont des capteurs de comptage particulaire qui sont extrêmement développés, qui donnent en temps réel le nombre, la densité de particules dans l'air à différents endroits. Et donc il s'est avéré qu'ils ont retrouvé exactement les mêmes accumulations d'aérosols aux endroits où nous on voyait finalement cette propagation, à savoir les patients qui étaient ici. Puis là, on ne voit pas très très bien, mais on avait un îlot central qui était présent ici. On voyait aussi une propagation vers cet îlot central, de par la ventilation. Et donc, ils ont retrouvé exactement les principales zones d'accumulation qu'on voyait en simulation. Donc, il y avait bien un risque qui était présent. Maintenant, encore faut-il pouvoir y trouver une réponse. Ce qui nous amène sur un premier travail qui est issu de la collaboration aussi avec l'architecte, puisqu'on s'est dit, ces ailettes de soufflage, elles nous embêtent. On souffle un volume d'air qui est assez conséquent et il faut le souffler. Maintenant, si on garde cette forme d'ailette, on ne pourra pas casser ce phénomène de propagation. Donc il faut qu'on arrive à trouver un système qui nous permet de souffler autant d'air qu'avant, mais de façon différente pour casser un peu ces vitesses, les canaliser et essayer de couper vraiment cette propagation directe vers l'autre côté de la SSPI. Et donc on a testé virtuellement, puis après ça a été mis en place en vrai, donc c'est une photo qu'on a prise au sein de la SSPI, une sorte de caisson avec des grilles perforées sur les côtés, qui est plein au centre. On a enlevé les ailettes, on a mis ce caisson, et ça permet en fait de artificiellement, on va dire, augmenter les surfaces par lesquelles l'air va transiter dans la pièce, donc de réduire énormément les vitesses et d'essayer de canaliser un petit peu les flux d'air différemment. Et donc cette simple modification que vous voyez ici au sein de la SSPI permet en fait de complètement casser ce phénomène de propagation. Donc là, on voit qu'on a rajouté en plus des paravents, mais qui ne changeait pas fondamentalement ce qui se passait auparavant. On a cassé un peu cette directivité de propagation, et donc on propageait plus du tout directement, ou en tout cas beaucoup moins rapidement, des aérosols vers le reste de la SSPI. Donc plutôt bénéfique, changement finalement assez mineur, impact plutôt majeur.
Maintenant, comme le disait Jérôme, l'idée était d'évaluer aussi le bénéfice de mettre un petit peu, de créer un espace dans l'espace, et donc de tester différents paramètres. Donc là, on a pu travailler sur plusieurs choses en un second temps. Donc on a gardé en fait ce caisson comme finalement une modification qui allait être faite. Et puis on a rajouté deux choses autour de ces patients. La première chose, c'est, comme on peut le voir sur l'image d'ici, un cloisonnement avec une porte qui est ici, qui permettait en fait de garder quand même une certaine utilité, une certaine, on va dire, facilité d'utilisation de la SSPI, de ne pas bloquer le passage des soignants, mais en même temps d'isoler ces personnes. Et puis le bénéfice de mettre une extraction individuelle au-dessus des deux patients. Donc on voit ici des petits cercles rouges qui correspondent à des extractions qu'on a mis au-dessus des patients. Et donc ce qui est intéressant, c'est que en l'occurrence, on va souffler une certaine quantité d'air au sein de cet espace par le soufflage qui est ici. Ici, c'est environ 700 ou 800 mètres cubes heure. Mais par le fait de rajouter des extractions individuelles, en changeant finalement les niveaux d'extraction, on peut mettre cet espace soit en légère dépression par rapport au reste, en aspirant un peu plus qu'on en souffle, soit en légère surpression, en aspirant un peu moins qu'on en souffle. Et donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'il y a un impact bénéfique ou non de mettre cette petite zone en légère dépression de 1 ou 2 pascal ou en légère surpression, puisque le but étant évidemment d'extraire le plus vite possible, mais aussi de limiter le risque de sortie de la SSPI lorsqu'on allait ouvrir la porte. Et donc on a testé du coup ces différents paramètres. Et donc vous avez ici différentes courbes qui donnent un petit peu l'évolution du nombre de particules totales qui sont extraites dans le temps. Donc en gris, c'était ce qui se passait sans ce cloisonnement local. Et avec ce cloisonnement local, on voit que en dépression, on arrive à extraire 50% de particules de plus que ce qui 50% de particules totales qui ont été émises. Et en légère surpression, même pas 20%. Et le pire, c'était que lorsqu'on est en dépression, l'air arrive sous la porte, donc il pousse les particules vers l'arrière. Mais lorsqu'on est en surpression, l'air finalement circule plutôt vers la SSPI et donc il poussait les particules vers la porte, ce qui n'était pas du tout ce qu'on voulait avoir. Donc ça a permis vraiment de donner un petit peu tous les tenants aboutissants de ces modifications aux équipes de la Pitié et de Jérôme. Et là, vous avez quelques photos qu'on a prises de la SSPI après les travaux. Vous avez l'extraction ici, puis le cloisonnement qui est là. Et je vais laisser Jérôme un petit peu nous donner un petit peu son retour et puis ce que ça a pu apporter. Bien, alors, ce qui a été intéressant dans cette expérience, c'est d'abord de travailler tous ensemble avec un architecte qui avait une expérience dans l'aérolique, avec donc la modélisation, la direction des travaux qui était extrêmement à l'écoute pour avoir une réactivité, et qui fait, comme l'a dit Emmanuel, c'est que la réponse à la problématique a été assez rapide pour construire cet espace d'isolement. C'est complètement isolé, les cloisons vont jusqu'au plafond, c'est vraiment fermé, avec une double porte qui s'ouvre pour pouvoir rentrer 2 lits et qui en général peut continuer à fonctionner quand il n'y a pas besoin d'isoler des malades avec la double porte ouverte, et qui peut servir de zone d'isolement pour les malades contagieux, mais d'ailleurs qui sert aussi de zone d'isolement pour d'autres types de problématiques de la SSPI. Donc avec l'équipe de Mathureau et d'Emmanuel Dola, la direction des travaux, l'équipe d'Emmanuel Vanoli et l'équipe d'hygiène, puis UTeam, on a permis à l'équipe de la SSPI de visualiser les problématiques et avant et potentiellement après, en apportant une réponse plutôt très simple technologiquement, parce que en fait, ça ne coûte pas très cher ce qui a été fait sur le plan de l'extraction, et de s'adapter à l'intérieur d'un environnement qui était plutôt hostile, qui est une salle avec une ventilation qui n'est absolument pas prévue pour ça. Et donc, grâce à cette visualisation, les équipes sont rassurées, parce que, tiens, on voit très bien la banque sur la photo en haut à droite, là, du personnel qui était directement exposé au flux d'aérosols des malades. Et donc, ça nous a permis de transférer cette réflexion à d'autres SSPI de l'hôpital, puisqu'on a un hôpital un peu grand, et donc il y avait des réflexions identiques sur différents sites. Voilà.
Et effectivement, ouais, tout à fait. Merci Jérôme pour ton retour. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en parallèle de cette étude-là, on a commencé à travailler aussi sur les zones de restauration collective de la pitié. Donc, on a eu l'occasion de simuler les deux selfs de la pitié, notamment en fonctionnement normal, mais aussi on avait anticipé le moment où, pendant la troisième vague, je crois, un des selfs était transformé en réanimation, on va dire temporaire. Donc on avait pu réadapter en fait notre modèle 3D du self en le remettant en réanimation pour voir un petit peu ce qui s'y passait et puis essayer d'aider à repositionner les gens. Heureusement, il n'a pas servi, mais il y avait ce côté aussi un peu modulaire qui était intéressant aussi sur d'autres problématiques que simplement des chambres d'hôpital. Oui, oui, on a travaillé sur le self, puisque une des idées globales était de dire que les personnels, en général, déjeunaient ou dans des endroits extrêmement confinés qu'on appelle les salles de détente. Et c'est le moment qui a été démontré pour transférer facilement le virus entre personnes et favoriser les cas groupés. Et ceux qui n'avaient pas ces salles de détente, ils allaient dans un self et tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe dans le self? On préfère manger dehors, même s'il pleut, etc. Et donc, en modélisant d'ailleurs un des selfs de la Pitié-Salpêtrière, on a vu que ce self était très bien fait sur le plan aérolique et qu'il y avait très très peu de problématiques de risque de transmission, en tout cas de risque de transmission importante. Voilà. Donc le travail était vraiment très intéressant à la fois dans ce service-là et à l'échelle de l'hôpital. Je crois que maintenant on est prêt pour répondre aux questions s'il y en a. Ouais. Vas-y Cyril, peut-être le temps pour 2 questions, après on passera à l'étude avec Yacine. C'est vrai que le temps file assez vite. Alors, j'ai une double question. Alors, il y en a une qui sera assez rapide. C'est est-ce que l'hygrométrie est prise en compte dans les modèles? Et la deuxième sera plutôt pour Jérôme. Est-ce que le flux d'air dans la SSPI était limité donc uniquement à la SSPI ou est-ce qu'il était partagé avec d'autres étages du bâtiment? Les flux ne sont pas partagés. Voilà. Et c'est surtout sur les reprises qu'on peut se poser des questions, parce que ce qui arrive, c'est pas très très grave si c'est en 100% flux d'air, enfin voilà. Mais c'est sur les reprises. Mais là, il n'y a pas de partage sur les étages. Et du coup, concernant l'hygrométrie, donc pour cette étude-là, on n'avait pas considéré l'hygrométrie comme un paramètre pouvant varier ou influer, mais on a un modèle qui est en train de pouvoir prendre en compte des variations d'hygrométrie qui pourraient nous permettre de voir en fait l'influence de ce paramètre-là, qu'il soit bénéfique ou négatif sur la façon dont les aérosols peuvent se propager plus ou moins loin. Mais en l'occurrence, pour les études présentées aujourd'hui, on n'a pas ce paramètre-là qui est pris en compte. Une dernière question avant qu'on passe à la suite, peut-être. Alors, question d'ordre plutôt général. Donc, j'ai un des participants qui s'interroge sur est-ce qu'il faut pouvoir se déplacer au sein d'un service pour réaliser ces simulations ou est-ce que tout peut être fait à distance? Donc, c'est plutôt pour Emmanuel, cette question. Je vais répondre. En fait, ça dépend. Pour la plupart des études qu'on va voir aujourd'hui, on était à distance. C'était en plein confinement souvent. Donc, on peut le faire à distance. Mais souvent, maintenant, on aime bien se déplacer pour se rendre compte sur le terrain de comment sont placés les objets. On s'est rendu compte que malheureusement, entre les plans architecturaux qui datent de X années et puis ce qui se passe vraiment sur le terrain, on a parfois des modifications de position des objets ou de la ventilation issues de travaux qui ont pu avoir lieu et qui ne sont pas forcément mis à jour sur les plans. Et donc, c'est toujours important maintenant de bien se rendre compte de comment est vraiment le lieu qu'on va simuler. Donc, souvent, on préfère faire un petit tour, si c'est possible. En l'occurrence, quand on simule la Philharmonie de Paris ou d'autres salles de spectacle, on aime bien aussi se déplacer. Très bien, écoutez, je passe à la dernière partie qui concerne l'étude avec Yacine sur la contamination des surfaces. Yacine, tu veux peut-être dire un petit mot d'introduction sur le contexte de cette étude? Oui, merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à tous. Comme l'ont très bien dit tous les orateurs jusqu'à maintenant, il faut bien se rendre compte que toutes ces questions se sont imposées à nous parce qu'on a été complètement submergés et pris de court par cette pandémie et que au printemps dernier, on s'est retrouvé dans des situations où on doutait bien qu'il y aurait de la contamination nosocomiale, mais on ne savait pas très bien ni quelle en était la réalité, ni quelle en était l'ampleur, ni quelles en étaient
modalités. Et avec Jean Ralzar, qui est le responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène à Avicenne, une des premières choses qu'on a faites, parce qu'elle était facile à mettre en œuvre, c'est qu'on a fait des écouvillons de surface un peu partout autour des patients qui étaient admis en réanimation et contaminés par SARS-CoV-2. Et on s'est rendu compte évidemment qu'on trouvait du virus sur les surfaces autour des patients. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y a des situations qu'on ne comprenait pas très bien, et je pense qu'Emmanuel va le développer dans le topo, mais il y avait des choses qui nous paraissaient des incohérences, et qu'on n'arrivait pas du tout à comprendre. Et puis fort heureusement, on a la chance d'avoir des collègues qui sont à la fois bienveillants et intelligents, et qui nous ont permis de rentrer en contact avec Emmanuel et son équipe pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Et peut-être, Emmanuel, tu lui reprends la parole pour expliquer un petit peu le contexte des prélèvements de surface et la confrontation avec la modélisation. Effectivement, en fait, suite aux travaux qu'on avait fait avec Jean-François, Jean-François nous a mis en relation avec Jean-Ralph et on se disait c'est super ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment des surfaces? On avait vu des dépôts dans les salles de Bichat, mais est-ce que c'est vraiment des dépôts qui sont significatifs et donc qui peuvent être amenés à avoir des écouvillons positifs ou pas? Et donc on cherchait en fait un cas d'étude où on pourrait confronter directement la simulation aux écouvillons. C'est comme ça que on a été amené à travailler avec Jean-Ralph et Yacine sur essayer de reproduire ce qui avait été prélevé à Avicenne pendant la première vague lors de différents prélèvements en mars-avril, notamment dans le service de réanimation. Donc on a été amené à remodéliser le service de réanimation. Donc là on voit qu'on a un peu de mobilier qui est un peu simplifié, hein, mais finalement ce qui nous intéresse c'est vraiment les surfaces, d'avoir leur bonne dimension et bonne position. On a une tablette à l'entrée, un scope, le pouce seringue, etc. Dans d'autres cas, on verra une potence aussi au-dessus des patients. Donc on a modélisé le soufflage, l'extraction de façon assez fine. Là, ce qui était intéressant, c'est que le choix qu'avait fait Avicenne pendant cette période, c'était de garder les fenêtres entrouvertes. On voit ici dans la chambre qu'on a simulée, dans le service de réanimation, qu'on a la fenêtre qui est un peu entrouverte. Ici, on voit les flux d'air vus dessus. On voit que ça sort un petit peu par la fenêtre. Si on regarde les particules, on voit que majoritairement, en fait, une fois que l'émission des particules faites par le patient, la plupart sortent par la fenêtre assez rapidement. Donc, on n'a pas beaucoup de recirculation dans la chambre. Et quand on regarde en fait les dépôts, donc là, vous avez une cartographie de ce qu'on appelle le film thickness. Donc, c'est l'accumulation de particules sur les surfaces. On voit que les zones les plus rouges, qui sont les zones à plus forte accumulation, sont principalement situées sur le sol ou au niveau de la fenêtre, voire sur finalement la ridelle de lit côté fenêtre. Mais tout le reste de la pièce, on a des zones qui sont bleues, donc il n'y a quasiment aucun dépôt. Donc on commence à confronter finalement nos prédictions avec ce qu'avait mesuré Yacine. Donc il avait 5 points de prélèvement, principalement situés sur la tablette à l'entrée, le pouce seringue, le scope, la ridelle de lit et puis sur des masques de patients. Et donc effectivement, on se rend compte que pour certaines salles, on a des prélèvements négatifs à plusieurs moments. Donc on se dit ok, très bien. Puis en regardant un petit peu plus en détail l'ensemble des mesures, on se rend compte d'un phénomène assez particulier puisque on regarde le 2 avril 2020, on a cette chambre là où on a des prélèvements négatifs partout. Peu importe en fait ce qu'on mesure, c'est négatif partout. Et puis avec le même patient, 4 jours après, on a des prélèvements qui s'avèrent quasiment positifs partout. Donc pour nous c'est intéressant parce que d'un point de vue simulation, si on simule les mêmes conditions, on aura toujours le même résultat. Il n'y a pas cette disparité finalement de résultats qui apparaît, sauf si on va rajouter un paramètre qui va modifier des choses. Donc ça nous paraît intéressant et donc on creuse un petit peu avec Yacine et Jean-Ralph, même patient du coup, même technique de prélèvement, même personne qui prélève et puis du coup on regarde dans le temps l'ensemble des prélèvements qui avaient été faits. Et puis on se rend compte que jusqu'à début avril, on a des prélèvements qui sont quasiment négatifs partout dans le service de réanimation, donc plutôt cohérent avec ce qu'on voyait dans la simulation. Et puis on a un moment, quand on trie par date, un gros paquet de prélèvements qui deviennent positifs d'un coup. Quasiment partout. Donc là, on se dit, oh là, ça c'est intéressant parce que on recreuse encore, donc c'est encore les mêmes types de prélèvements, les mêmes techniques, souvent les mêmes patients, quasiment tout le temps. Et donc on réfléchit un petit peu, puis on se dit là, il y a quand même quelque chose qui joue. Et donc on regarde en fait où sont positionnées ces fameuses chambres. Donc on a, en regardant un petit peu géographiquement où sont ces chambres, on se rend compte qu'elles sont toutes du même côté de l'hôpital et qu'elles ont ce switch de négatif à positif exactement au même moment, pendant ces fameux 3-4 jours du mois d'avril, de début avril.
Donc là, pour nous, on se dit, il y a quelque chose qui est un peu étrange. On avait cette fameuse fenêtre qui était entrouverte, donc intuitivement, peut-être qu'on a un paramètre extérieur qui vient modifier ce qui se passe dans la chambre. Et donc on regarde les directions du vent à Bobigny. Donc là, c'est les données météo France. On a l'intensité du vent qui sont les courbes en vert, hein, min, max et puis moyenne. Et puis les petits points en violet, ça correspond à la direction du vent. Vous avez les flèches qui sont ici. Donc on se rend compte que majoritairement au mois de mars, quand les prélèvements sont faits, le vent est très constant en fait avec une direction est. Très bien. Et puis au moment où on a le fameux switch qui apparaît, on voit que le vent, pouf, on a ce petit V qui est ici. Donc le vent a tourné de façon assez brève, hein, en quelques jours, avec des vitesses de vent plus ou moins fortes, mais le vent avait vraiment tourné. Et donc pour nous, ça nous dit, ok, c'est bizarre, on a ce vent qui tourne à ce moment-là, alors qu'avant il est constant. C'est exactement au moment où des choses deviennent positives. Ben, simulons finalement l'impact de la direction du vent, ce qu'on n'avait pas pris en compte auparavant. Et donc on simule le vent, on va dire en mars, et le vent tel qu'il l'était au moment du changement de prélèvement début avril. Et donc on se rend compte que par rapport à l'implantation de l'hôpital Avicenne, eh bien la direction du vent était parfaite pour s'engouffrer par la fenêtre. Là vous avez les vitesses de vent, on va dire à hauteur de tête d'homme, hein, 1,7 m ou 1,8 m, ça dépend de la taille qu'on fait, on va dire 1,7 m pour moi. Et donc le vent s'engouffre parfaitement par la fenêtre qui est entrouverte et il vient complètement modifier les flux d'air comme par rapport à ce qu'on avait auparavant. On a ce tourbillon qui devient très fort et donc quand on regarde les nouvelles zones de dépôt avec ce paramètre de vent qui est pris en compte dans la simulation, on se rappelle que tout à l'heure on avait des dépôts massifs sur le sol et puis sur la fenêtre. Et ben là on a effectivement un changement de paradigme total au niveau des dépôts, si je peux me permettre de dire ça comme ça. On a la ridelle de lit qui devient une zone de dépôt majeure. On a toutes les surfaces horizontales au niveau de l'entrée qui deviennent des zones de dépôt majeures. Et ça explique en fait plutôt très bien, ça corrèle plutôt très bien avec les prélèvements qui sont faits au moment où on a cette inversion de prélèvement de négatif à positif dans ces fameuses chambres de réanimation. Et donc pour nous, c'est une explication qui est extrêmement plausible, hein, sur ce phénomène qui était très ponctuel, mais qui semble être très fortement corrélé à une influence extérieure due au vent au sein des flux d'air de cette chambre. Et donc ces travaux-là ont fait l'effet d'une publication dans AJRCCM il y a quelques mois. Mais on a été un petit peu au-delà de cette fameuse chambre d'Avicenne, où on a aussi pu tester des chambres un peu différentes. Donc là, c'est une autre chambre de réanimation. Yacine, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Où là, on avait une ventilation qui était vraiment différente, avec une fenêtre qui s'ouvrait un peu moins, en tout cas différemment. Une chambre qui était de l'autre côté de l'hôpital. Et on avait un soufflage qui était ici, donc près de la fenêtre qui était ouverte, et une extraction qui était ici au niveau de la porte d'entrée. Et donc on s'est aperçu lors des simulations que on avait vraiment un phénomène très particulier avec la personne qui tousse ou qui émet des aérosols. Très rapidement, ces aérosols remontent encore une fois vers le plafond. Ils sont un petit peu dans une zone un peu morte, un peu entre deux, tiraillés sur le fait d'aller vers le soufflage par effet Venturi et le fait d'être propulsé vers l'extraction. Et cette zone un petit peu morte de recirculation, elle est exactement au niveau de la potence. Et donc, quand on a fait les comparaisons aussi similaires à ce qu'on a fait sur l'autre chambre, avec des prélèvements à quasiment, je crois, 10 positions différentes, hein, on voit ici la cartographie des dépôts et on voit une zone qui ressort vraiment très fortement. C'est le haut de la potence, hein, qui est touché par personne, qui est à 1 mètre et quelques au-dessus du patient. Et donc, quand Yacine a refait une campagne de prélèvement après coup sur ces 10 différents points, eh bien, le seul point qui ressortait à chaque fois positif, c'était la potence, le haut de la potence. Et donc pour nous, c'est vraiment un effet très fort combiné de la position du patient, la position du soufflage, de l'extraction, leur forme et cette architecture interne où on a finalement une surface horizontale qui est placée au pire endroit, en tout cas en termes de risque de dépôt et donc potentiellement de contamination. Voilà, Yacine, je te laisse donner un petit peu ton retour, peut-être commenter un peu plus sur cette étude-là et puis donner un petit peu tes perspectives. Ouais, merci beaucoup, Emmanuel. Non, c'est exactement ça. On a d'abord été très surpris et très ennuyés. Parce qu'avant de rencontrer Emmanuel, quand on s'est rendu compte que nos prélèvements étaient passés de tout négatif à tout positif pour le même patient dans la même chambre, on s'est dit qu'on avait un problème de technique, un problème de technique de prélèvement ou de technique de PCR pour essayer de quantifier le virus. On pensait qu'on avait un problème
qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et à force de refaire les prélèvements, on s'en est bien compte qu'il y avait une espèce de concordance dans le temps, et qu'on avait donc quelque chose qu'on n'expliquait pas. Et pour bien comprendre tout ça, il a fallu bien sûr qu'on rencontre Emmanuel, mais c'était une collaboration très étroite parce que bien sûr que c'est Emmanuel et son équipe qui ont fait les modèles et la simulation, mais pour que les modèles puissent être pertinents, il faut que les données de départ soient exactes. Et donc il a fallu faire des mesures dans les chambres pour mesurer tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a mesuré la hauteur de lit, l'inclinaison de la tête de lit, la hauteur, la largeur et la profondeur de chacun des meubles pour pouvoir, la distance des meubles par rapport à la porte, le jour sous la porte, l'inclinaison de la télé, l'angle d'ouverture de la fenêtre. Donc on a dû tout mesurer pour essayer de faire quelque chose de fidèle. Et c'est au prix de beaucoup de travail finalement qu'on arrive à démontrer quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, c'était de se dire que on faisait potentiellement n'importe quoi pour les malades et pour les soignants. Parce qu'évidemment que quand on a commencé à ouvrir les fenêtres, on le faisait en disant que ouvrir la fenêtre allait permettre de renouveler plus facilement l'air dans la pièce et que ça permettrait de diminuer la charge virale dans l'air et que ça permettrait probablement de limiter le risque de contamination des soignants. C'est ça le rationnel initial. Et on se disait que, de toute façon, c'est probablement ce qui se passerait dans la plupart des services en dehors de la réanimation, puisque dans la plupart des services de médecine, il y a beaucoup d'endroits où finalement il n'y a pas de système de ventilation extrêmement élaboré. Donc ce qui se passe très régulièrement, c'est qu'on ouvre les fenêtres. Et on s'est rendu compte finalement qu'en voulant bien faire, on peut se retrouver dans la situation où effectivement ça permet de renouveler l'air, mais parfois on fait plus de mal que de bien et on disperse le virus de façon plus importante. Et ça vraiment c'est quelque chose qui a changé notre façon de voir les choses en se disant que aussi que ça remettait complètement en cause la façon dont on ne savait finalement on était en médecine, en réanimation particulièrement, on est très attentif à tout ce qu'on fait et à tous les éléments qu'on met en place. On cherche à vérifier que tout ce qu'on fait n'est pas nuisible pour le patient. Mais que des choses qui pourraient paraître parfaitement anodines, comme l'ouverture des fenêtres ou l'ouverture d'une porte ou une circulation d'air, en fait, peuvent avoir un impact non seulement pour les patients, mais aussi pour les soignants. Et c'est quelque chose, c'est un vrai changement de paradigme. Moi, auparavant, je ne m'étais jamais posé ces questions-là. Il a fallu qu'on rencontre Emmanuel pour se rendre compte que, finalement, ces problématiques-là étaient une réalité et que ça nécessitait probablement de faire des ajustements, notamment sur le positionnement des patients dans les chambres, le positionnement de certains mobiliers, et trouver des solutions pour exposer le moins possible les soignants aux surfaces les plus contaminées. Alors l'avantage là, c'est qu'effectivement, la potence en question, elle est à plus de 2 mètres de hauteur, donc personne n'y touche. Mais c'est pas le cas, par exemple, de la télévision qui se trouve de l'autre côté, et cette télévision, bah, elle aussi, elle est un peu plus contaminée. Moins que la potence, mais elle est aussi un peu. Et il est fréquent que les soignants modifient la chaîne de la télévision pour le patient lorsqu'il est réveillé, mais qui prenaient pas forcément le temps de se désinfecter correctement la main juste après avoir touché la télévision, ce qu'ils ont commencé à faire après cette étude. Merci, merci Yacine. Est-ce que Cyril, tu as quelques questions sur l'étude? Sinon, on peut les garder pour la fin. J'ai une dernière petite planche à vous montrer en termes de perspective. Tu me dis, Cyril. Alors, oui, j'ai une question très spécifique à l'étude. Est-ce que les différences de température avaient été prises en compte entre la chambre et l'extérieur dans cette étude? Pas exactement. On n'a pas été vraiment dans le détail exact de la température extérieure. Il faisait plutôt beau et assez chaud à ce moment-là, il me semble. Donc le gradient de température ne devait pas être énorme, mais depuis on a travaillé aussi sur l'impact de la fenêtre ouverte avec des différences de température plus ou moins fortes. Ce qui va impacter surtout la quantité d'air qui va être soit sortie, soit entrée dans la chambre. Ça change pas fondamentalement les mouvements d'air en général. Par contre, ça va magnifier un petit peu la zone par là où l'air va rentrer. Typiquement, c'est souvent les parties basses des ouvertures de fenêtres, et sur les parties hautes, c'est plus vers là où on sort parce que l'air chaud va remonter et c'est plutôt par là qu'il va sortir. En tout cas, dans les zones qui sont pas fortement ventilées. Typiquement une salle de classe. Là, en l'occurrence, comme on a une ventilation en plus qui est assez importante, on voit que ça peut aussi jouer des tours au niveau de ce qui se passe dans la pièce, mais effectivement, en cas de très forte différence de température, ça peut changer un petit peu, en tout cas, la quantité d'air qui est amenée. Sinon, c'est pas énorme.
Ok, et du coup, je vais juste terminer par une petite perspective avant qu'on passe aux questions un peu plus générales, puisque l'idée, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait vraiment quelque chose de très intéressant en fait à mettre en place et à partager entre l'ingénierie, la simulation et le côté médical et terrain de la collaboration avec les médecins. Il y a différents axes en fait pour la suite sur lesquels on réfléchit. Évidemment, on imagine bien que sur les futures constructions, anticiper ces risques-là dès les plans, c'est quand même un avantage très fort parce qu'on a beaucoup plus de latitude pour changer des positions de soufflage, d'extraction. C'est des choses qu'on fait avec d'autres hôpitaux si on est en période de rénovation ou même de conception. Donc ça c'est assez simple et c'est là où c'est le plus efficace. Maintenant, on peut aussi aller un peu plus loin et donc on travaille actuellement notamment avec Jérôme sur un projet qui s'appelle Prism que vous avez ici. Et l'idée, c'est de travailler sur une plateforme en fait numérique de diagnostic des risques aérosols au sein d'un hôpital à différents niveaux. Donc au niveau d'une chambre, ici on voit un prototype de ce que ça pourrait être avec de la visu 3D de particules, de la visu de dépôt au sein de cette chambre. Potentiellement après aller un peu plus loin au niveau d'un service entier. Donc regardez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a les portes qui sont fermées. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a les portes vers le couloir qui sont ouvertes? Est-ce qu'on a un risque de propagation du couloir vers une autre chambre, par exemple? Est-ce qu'on peut aussi aller identifier ou cartographier quelles sont les zones de mon étage qui sont les plus exposées ou pas à des risques aérosols, en tout cas à des contaminations du reste de la pièce? Et puis, comme on a vu sur l'exemple avec Montsouris, aller regarder vraiment au niveau de l'hôpital, prendre en considération l'impact des saisons pour le faire évoluer le diagnostic au fur et à mesure du temps et potentiellement, si on a des travaux de réadaptation à faire, utiliser cet outil pour comment je transforme mon self en zone de réanimation et du coup, quel est l'impact sur mes flux d'air, où placer mes patients. Donc, on essaie d'aller un peu plus loin que l'étude ponctuelle et réfléchir vraiment sur une utilisation un peu long terme et un peu, on va dire, holistique de ces simulations pour permettre en fait finalement un meilleur diagnostic au sens large des risques liés aux aérosols. Et je conclurai là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on va passer maintenant aux questions. Vas-y Cyril. Alors, il y a une des questions qui revient pour en partie la dernière étude, c'est est-ce que, donc, en parallèle des prélèvements de surface, est-ce que des prélèvements d'air ont pu être réalisés dans l'une ou l'autre des études? Yacine, tu veux y répondre? Oui, volontiers. Donc, des prélèvements d'air n'ont pas été faits dans cette étude-ci. En revanche, il y a une étude qui porte sur cette thématique-ci, qui s'appelle Envirorea, qui en fait, a été obtenue l'an dernier et pour lequel on a fait des prélèvements d'air à 1 mètre et à 3 mètres de tous les patients, des prélèvements d'air à 1 mètre et à 3 mètres de leur visage, et des prélèvements de surface en même temps, et des prélèvements des masques des soignants pour savoir si on trouvait du virus sur les masques des soignants. On a inclus 150 malades dans cette étude. Les données sont en cours d'analyse et j'espère pouvoir répondre à la question assez vite, de savoir s'il y a une corrélation entre l'air et la surface. Intellectuellement, on a envie de penser qu'il y a un rapport. On aurait du mal à imaginer que la surface soit pas le reflet de la dose cumulative de ce qui se passe dans l'air. On avait réfléchi aussi à ça avec Yacine, hein, effectivement, et ce qu'on se disait, c'était que potentiellement aussi, grâce à la simulation, on pourrait peut-être réfléchir sur où positionner finalement notre Coriolis quand on fait du prélèvement d'air. Parce que on voit qu'il y a des zones où on a des circulations majoritaires d'aérosols, d'autres qui sont pas du tout en fait dans des zones de circulation. Alors si je sais pas si on revoit mon écran là, Cyril, tu peux me dire si on le voit ou Yacine, est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Ouais, parfait. Donc là, par exemple, en l'occurrence, pour cette chambre-là, il me semble qu'il y avait des prélèvements qui avaient été faits à l'horizontale par rapport aux patients à 1 mètre ou 1 mètre et demi, hein, je crois, hein, Yacine, si je dis pas de bêtises. Et ce qu'on voit, par exemple, ici, c'est que finalement, si on mesure là, on passe complètement en dessous du nuage d'aérosol qui vient remonter à la verticale, puis après qui se propage par le plafond. Et finalement, c'est une zone où il y a très peu de circulation. Peut-être que on avait du virus dans l'air, c'est simplement qu'on n'a pas mesuré au bon endroit. Je voudrais juste ajouter un commentaire sur le côté virus dans l'air ou d'ailleurs dans les surfaces, c'est que vous êtes probablement au courant qu'on a deux problématiques. Un, la problématique de moyens de prélèvement, et que probablement le résultat varie avec l'outil qui sert après le LR.
Et la deuxième chose, c'est le moyen de mesurer le virus. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du virus? Et que dans la majorité des cas, on a fait des PCR et on a mesuré de l'ADN. Et ensuite, immédiatement, les camarades vous disent c'est de l'ADN, c'est pas du virus. Le virus, c'est du vivant, pas vivant, etc. Bon, c'est juste pour mettre un bémol sur ces questions-là, qui ne sont pas tout à fait simples à résoudre. C'est pas parce qu'on ne trouve pas de virus qu'il n'y en a pas. Par exemple, c'est ce que vient de vous indiquer Emmanuel avec les sites de prélèvement. Et la deuxième chose, c'est pas parce qu'il y a du virus qu'il est vivant. Et là, ça, on peut répondre maintenant avec les technologies. Nos amis virologues savent très bien répondre à ça. Mais il y a la plupart des travaux de la littérature, c'est pas du virus vivant. On a détecté de l'ADN à droite et à gauche, quoi. Et je pense que c'est la même chose qui a été fait chez vous, Yacine. Absolument, absolument, Jérôme. C'est effectivement une grande difficulté qu'on a de savoir finalement est-ce que ce qu'on mesure est vraiment ce qu'on souhaite mesurer. C'est ça la grande difficulté. Alors évidemment, initialement, quand on a commencé à faire les prélèvements, on n'avait pas des cellules viraux pour faire la culture virale. On s'est jeté directement sur ce qu'on avait, c'est-à-dire on a fait des PCR sur, alors essentiellement du PBS qui était dans le Coriolis, mais c'est une vraie question, tout d'autant que alors, au-delà des techniques de prélèvement, il y a en plus des techniques de conservation qui peuvent en plus particulièrement endommager un virus qui, lorsqu'il existe, est probablement en assez faible concentration. Et donc, ça rend les choses très difficiles. Il faut rester très mesuré et très humble sur les résultats qu'on a globalement sur ces questions-ci. La vraie question, c'est pas tellement de savoir s'il y en a dans l'air ou pas, c'est plutôt de savoir à quel point est-ce que, quand il est dans l'air, il devient vraiment infectant. Et ça, c'est une autre paire de manches pour répondre. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, vas-y, excuse-moi, Jean. Pour modérer mon commentaire, je dirais que j'imagine mal qu'il y ait beaucoup d'ADN à un endroit et pas de virus vivant, quoi. Mais Oui, bien sûr. Bah, alors l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, mais je dirais aussi que il est quand même assez peu vraisemblable que si on ne trouve nulle part le moindre morceau d'ADN, enfin, si on trouve absolument nulle part du virus, enfin quelque chose qui ressemble à du virus, qui en ait énormément, paraît assez peu vraisemblable. exact. La difficulté, ça va être finalement de pouvoir quantifier l'ampleur du message qu'on peut porter avec ces techniques-ci. Oui, et du risque. Comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, c'est le risque. Le deuxième point à considérer, c'est la durée de vie du virus dans l'air. Et on a quand même quelques éléments qui suggèrent que c'est un virus qui survit assez longtemps. Et ces modèles, moi, je suis un peu gêné par le fait qu'il s'arrête au bout d'une minute et qu'il n'y a pas d'effet cumulatif mesuré. Et en particulier d'une vitesse de dessiccation, une vitesse de destruction du virus qui peut ne pas correspondre à la vitesse de destruction de l'ADN. Et là, peut-être, il y aurait des choses à améliorer dans ce domaine si on en croit les modèles de contamination manuelle et la durée de positivité des cultures sur les mains et sur les fomites, donc sur des particules desséchées et déposées, qui a l'air assez longue par rapport à d'autres virus qu'on connaît. Donc, je pense que là, il y aurait peut-être des choses à travailler, je pense. Indiscutablement, hein. Indiscutablement. La vraie difficulté, à mon sens, c'est pourquoi on a fait ce travail, c'était pour essayer de répondre à une question assez simple, c'était quel risque on faisait prendre aux soignants. C'est dans cette idée-là qu'on avait fait cette étude. Et pour essayer de mesurer ce risque-là, finalement, notre objectif n'était pas de savoir si on en trouvait dans la pièce, parce que évidemment que si un patient tousse dans la pièce et qu'on aspire à l'intégralité de l'air de la pièce, on aurait bien trouvé du virus. La question était plutôt de déterminer à quel point est-ce que un soignant qui reste dans la chambre pour faire un soin et qui va respirer un certain volume d'air finalement, va être exposé à un risque finalement de respirer du virus. En tout cas, ce qu'on pense être du virus, vivant ou pas, ça je peux pas répondre à la question, mais à quel point est-ce que ce risque-là était réel pour un soin donné qui durait 20 minutes ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on a essayé de répondre à la question en faisant des prélèvements d'air qui correspondaient à la ventilation alvéolaire globale d'un être humain qui resterait 1 heure dans la pièce. Globalement, je vous ai parlé le calcul, mais ça fait autour de 600 litres. Et donc, on a aspiré 600 litres. Mais avec des biais très importants. Parce que quand on utilise des machines comme les Coriolis pour aspirer de l'air,
on les aspire, même avec les niveaux d'aspiration les plus faibles, on aspire minimum à 100 litres par minute, ce qui, en soi, n'est pas du tout quelque chose de physiologique, peut créer une espèce de vortex, rentre en compétition avec les flux qui sont eux-mêmes dans la pièce d'aspiration. On sait qu'on a beaucoup de biais qui vont de toute façon parasiter le message qu'on va pouvoir donner avec les résultats de l'étude. La question, à mon avis, c'est plutôt est-ce que l'étude va pouvoir répondre d'un extrême ou dans l'autre? Parce que si on n'est pas dans un des deux extrêmes, ça va être très compliqué d'essayer d'avoir un message qui permettra de faire avancer les choses. Et ouais, pour compléter un petit peu ce que disait Jean-François sur finalement le temps de simulation, alors effectivement, on peut simuler plus ou moins longtemps. Ce qu'on voit quand même ressortir dans les endroits qui sont un petit peu ventilés, c'est qu'on a différentes périodes, en fait, différents moments clés dans finalement la propagation de ces aérosols. On a un premier moment, on le voyait bien pour les différentes études, on va dire de transitoire initial lorsque les aérosols sont émis, donc ils vont se propager initialement en suivant l'atout, puis après ils vont être finalement attirés ou propulsés par le soufflage. Et puis au bout d'un moment, en fait, on a un certain cycle qui se met en place. On a la situation qui se stabilise un petit peu dans la pièce, et puis ces mouvements d'air vont un peu toujours revenir. Et donc finalement, ce qui va se passer, c'est que ces aérosols vont tendance à s'accumuler en fait dans l'air au fur et à mesure du temps en fonction des dépôts d'extraction. Nous, ce qu'on essaie de faire aussi dans ces études-là, c'est de finalement maximiser l'efficacité de l'extraction pour extraire les particules, puisque moins on en aura dans l'espace au fur et à mesure du temps, moins on accumulera. Donc c'est un peu là-dessus aussi qu'on peut travailler. Il y a deux façons de voir les choses aussi, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, oui, alors il y a une question donc, sur les références bibliographiques des trois études qui ont été mentionnées, donc je pense que je vais les rajouter dans le chat, comme ça vous les aurez tous. Alors deux autres questions qui sont relatives à la réanimation. Donc une première, c'est est-ce que c'est possible de faire des recommandations générales à destination des unités de réanimation à partir de ces observations? Je commence à me lancer. Bon, je commence du coup d'un point de vue vraiment, on va dire, flux d'air et pression négative, neutre, positive. On a quand même l'impression qu'on simule énormément de cas particuliers. On a vu par exemple à Bichat que le soufflage en soi changeait complètement les flux d'air dans la pièce. Si on avait eu une bouche de soufflage de cette forme un petit peu en ailette carré concentrique, ça aurait complètement changé aussi les flux d'air et la propagation de ces particules. Peut-être que dans un cas, la pression négative aurait été bonne et dans l'autre, elle aurait un petit peu aggravé les choses. Donc actuellement, en tout cas à mon niveau, on n'a pas assez en fait de retours et de masse d'informations pour se dire de façon générale, voilà ce qui est mieux, voilà ce qui est moins bien. On a l'impression malheureusement que c'est un peu toujours au cas particulier, parce que ça dépend de plein de paramètres, la forme de la chambre, le mobilier, la position du patient, la forme et les volumes d'air des bouches, de soufflage. Donc c'est un peu difficile de donner une recommandation, on va dire, globale. Je ne sais pas si Jérôme, Yacine ou Jean-François, vous voulez peut-être Non, mais il y a peut-être quelques petits commentaires qu'on peut faire, c'est-à-dire que la tête du malade vers la bouche d'extraction est pas délirante, que les pressions trop négatives, c'est pas une bonne chose. Peut-être qu'elles doivent être très discrètement négatives ou nulles, mais probablement, ne serait-ce que par le vortex que ça entraîne, il n'y a aucune raison de mettre des pressions très négatives, que ça n'a pas de raison d'être bénéfique. Et si on utilise des HEPA filters ou des machines de type extraction de particules infectantes type plasmaire, il vaut mieux les mettre derrière le malade que devant. Voilà. Et pas sous la bouche d'extraction, si c'est possible. Peut-être que les créateurs de ce type de machine qui ont mis une aspiration par le bas et une expiration, enfin finalement elle crache par le haut, sont pas forcément très inspirés dans la façon dont ils ont créé les mouvements d'air dans ces machines, et qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur des machines qui ne seraient pas foutues de la même manière. Voilà. Sur quelques éléments, en tout cas sur la première partie du diaporama d'Emmanuel, voilà les quelques éléments que moi j'ai gardés en tête de façon très très simple sur les éléments qui semblent les plus petits communs dénominateurs et qu'on peut utiliser dans tous les cas.
Peut-être effectivement quelques autres éléments de réflexion sur lesquels on a pu être amené à travailler récemment sur des études où on a un peu plus de liberté pour changer la position des soufflages et des extractions. Ce qu'on essaie de faire et ce qui semble pas trop mal marcher, c'est de créer en fait par la position des soufflages et de l'extraction un flux d'air qui va toujours un petit peu converger vers l'extraction. Donc essayer d'avoir des mouvements d'air dans la pièce qui, à un moment ou à un autre, vont converger vers l'extraction pour que même si on a des particules qui circulent un peu partout, elles soient toujours ramenées à être, à se propager à proximité de l'extraction pour essayer de maximiser son influence. Donc ça c'est une recommandation un petit peu très générale, mais en termes de flux d'air, c'est un peu ce qu'on va vouloir chercher à avoir, c'est-à-dire que on va aider l'extraction à fonctionner en faisant un petit peu tout converger vers elle. Moi, ce que j'ai appris, c'est que la ventilation dans les bâtiments modernes n'a pas du tout été réfléchie pour ça. Voilà. Et que c'est une grosse problématique puisque dans les bâtiments modernes où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, parce que c'est fait pour, ou à l'hôpital, il y a d'autres consignes qui font qu'on n'ouvre pas les fenêtres. Je ne dis pas que c'est une bonne idée parce que c'est CF le travail qui a été fait à Avicenne, hein. Mais dans ces bâtiments modernes, l'air chaud l'hiver, donc au moins 6 mois de l'année en France, arrive par cette ventilation. Et donc, modifier ces ventilations peut poser des problématiques. Par exemple, importer tout en air neuf, rien que dire ça, parce que c'est les premières choses qui ont été dites, eh ben, c'est pas simple dans tous les bâtiments qui sont dans des hôpitaux modernes, ni d'ailleurs dans les futurs qui vont se construire bientôt et dans lesquels la ventilation a été réfléchie il y a peut-être déjà 10 ans. Et c'est déjà trop tard, par exemple, pour un hôpital qui va se construire au nord de Paris. Donc, moi, je trouve ça passionnant et dans un sens un peu angoissant. Et l'idée, c'est quand même, ce serait d'essayer de voir comment on peut travailler pour modifier des ventilations existantes au moins mal, si j'ose dire, parce que, je ne sais pas, si je prends la réanimation de Jean-François ou Yacine, on ne va pas changer les ventilations qui existent actuellement de façon drastique. C'est ça la problématique. Donc on est devant des questions différentes de la construction d'un nouveau bâtiment et d'une nouvelle unité, sur lesquelles on peut réfléchir et intégrer ce paramètre dedans. Donc il y a deux réponses différentes à la même problématique. Nous, on a eu la possibilité vous avez vu, de mettre une extraction supplémentaire, de modifier le soufflage. Alors le soufflage, c'est probablement facile à faire de le faire, mais voilà. Mais mettre une extraction, c'est pas forcément facile partout. Nous, on a eu de la chance que l'endroit choisi était favorable à ça. Il n'était pas trop loin de l'extérieur, etc., etc. Alors, j'ai une question un peu plus technique sur la méthode de simulation utilisée. Donc, est-ce que c'était du RANS, URANS ou une autre méthode, en l'occurrence du LBM? Emmanuel, je te laisse répondre. Ouais, effectivement, les outils qu'on utilise sont basés sur les méthodes d'Atis-Boltzmann, donc de la LBM, ce qui donne l'avantage d'avoir des simulations qui sont tout le temps instationnaires. Et donc, comme on peut le voir, finalement, les phénomènes qu'on simule sont quand même grandement instationnaires. Et ça permet aussi de prendre en compte des détails très fins, comme finalement l'anatomie du patient, dans un environnement beaucoup plus vaste. On a vu pour des chambres, des services complets. Et donc ça, c'est des méthodes de simulation qui se prêtent plutôt bien à ce type de problématique-là. Alors une autre question qui est relative en fait au domaine d'application de ces études. Donc là, on a surtout étudié une SSPI, des services de réanimation. Est-ce que donc on peut appliquer ça à d'autres services? Donc là, il y avait un participant qui pensait aux salles de radiologie, aux services de radiologie. Effectivement, en fait, on peut appliquer ça à n'importe quel lieu qui va accueillir du public ou des personnes contaminées. On le disait un petit peu au début, on a été amené à travailler sur des salles de spectacle,
des hémicycles aussi politiques pour préparer le retour des élus après les élections régionales, par exemple, des bureaux ou des cantines. En fait, on se rend compte que finalement, là où l'air va être amené à circuler dans un environnement qui va être un peu clos et partagé, ça s'y prête plutôt bien. On peut même aller un peu au-delà de la partie virus. On a parlé un petit peu aussi d'Aspergillus tout à l'heure. Effectivement, on peut considérer ça dans l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital. On avait réfléchi avec Jean-Ralph à des sujets d'études sur finalement des travaux qui pourraient avoir lieu à Avicenne ou qui vont avoir lieu à Avicenne, où on a une source en fait de pollution de l'air qui serait liée au chantier. Donc, et puis regarder en fait l'impact des vents extérieurs en fonction de la météo sur les 2 zones qui seraient plus ou moins à risque de l'hôpital. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi évaluer. On pourrait aussi très bien imaginer au hasard une hélice-station sur un hôpital avec des gaz d'échappement qui pourraient être amenés à être aspirés sur des prises d'air. Ça s'y prête plutôt très bien. Voilà, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Je pense que c'est bon, Cyril. D'autres questions? Non, c'est tout bon. Ok. Eh ben, écoutez, je vais remercier Jean-François, Jérôme et Yacine pour leur précieuse intervention et puis pour les super collaborations qu'on a eues jusqu'à présent et qui vont, j'en suis sûr, continuer. Je vous remercie aussi tous d'avoir assisté à ce webinaire et aux questions hyper intéressantes. Et puis peut-être à bientôt. Merci Au revoir. Manuel, merci. Au revoir à tous. Au revoir.